C'était une chaude nuit d'été à Paris. L'horloge sonna 20 heures. Brutal lorsque la vignette de la célèbre émission Grand Ontrician sur la chaîne française TF1 a envahi les télévisions de tout le pays. Assise sur le banc, toujours élégante, Anne-Sophie Apix, icône du journalisme français, connue pour ses raisonnements pointus, ses questions incisives et sa posture toujours impeccable, presque impénétrable. À côté d'elle, avec le même sourire timide et le même regard bienveillant que toujours, se trouvait N'Golo Kanté. Il portait un costume bleu foncé bien coupé, une chemise blanche sans cravate, et bougeait ses mains sur ses genoux, légèrement nerveux. Il était rare de le voir dans des interviews, surtout lorsqu'il s'agissait d'un public aussi nombreux, mais il avait accepté l'invitation à une condition, pas de questions préalablement convenues. Il voulait juste répondre avec le cœur, à sa manière. Anne, surprise par la demande, accepta. Elle savait qu'elle avait un autre invité devant elle. Quelqu'un qui n'avait jamais fait un seul titre scandaleux, un champion du monde qui prenait encore le métro, un multimillionnaire qui vivait comme un ouvrier d'usine. « Bonsoir, mon ami, commença-t-elle. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un homme discret mais immense. Sur le terrain, il court pour 10. Dans la vie, il avance en silence. Fais ma pause à Dramara. Nolo, merci d'être avec nous ce soir. » Les premières questions étaient des questions d'échauffement, son enfance en banlieue parisienne, le travail acharné, les débuts dans le football, Leicester, Chelsea, la Coupe du Monde. Il a répondu poliment, mais sans solliciter le regard de la caméra. Ses yeux évitaient de regarder directement dans l'objectif. C'était comme si, à chaque mot, il essayait de ne faire de l'ombre à personne. Mais Anne-Sophie n'était pas satisfaite. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus, une profondeur derrière la simplicité. Et pour la première fois, elle ne voulait pas seulement informer, mais comprendre. N'Golo, vous êtes admiré pour votre gentillesse. On dit que vous êtes l'homme le plus gentil du football. Cette gentillesse vous a-t-elle déjà coûté quelque chose, elle a demandé. Kanté baissa les yeux quelques secondes, inspira profondément. Pour la première fois, son sourire s'effaça. Le studio se tut. Anne-Sophie aussi. Sa réponse vint comme une pierre jetée dans un lac calme. Elle s'attendait peut-être à une légère anecdote, mais il y avait autre chose. Paul Vuno plus, pouvez-vous nous en dire plus, insista-t-elle doucement. Il prit son temps, toucha le col de sa chemise, leva les yeux vers le plafond comme s'il cherchait la permission de parler à l'univers. À son retour, ses yeux étaient humides. J'ai perdu quelqu'un à cause de ça, dit-il, sa voix plus calme désormais. Anne-Sophie se pencha légèrement en avant. Le public à la maison aurait pu supposer qu'il s'agissait d'une relation amoureuse, mais il y avait quelque chose de plus profond dans son ton, quelque chose qui éloignait la question de la surface. Était-ce quelqu'un de votre famille ? Elle a demandé. Kanté n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pour la première fois de sa carrière, Anne-Sophie n'a pas pu cacher l'impact. Ses épaules se contractèrent subtilement. Elle faisait face à quelque chose que toute sa préparation ne pouvait pas anticiper. « C'est mon frère était mon frère », murmura-t-il. Silence. Même la piste lumineuse du programme n'était plus audible. Kanté regardait par terre. Anne-Sophie est restée figée. Les caméramens ne savaient pas s'ils devaient se rapprocher ou garder leur distance. Il avait des problèmes. Les gens profitaient de lui, j'étais ailleurs. Je pensais qu'en étant gentil, en aidant tout le monde, tout irait bien. Mais je l'ai laissé tranquille. Et un jour, il n'était plus là. À ce moment-là, Anne-Sophie s'est mise à pleurer. Ce n'était pas un cri explosif, c'était contenu, profond, de la part de quelqu'un qui reconnaît sa propre douleur dans celle d'autrui. Ses larmes coulèrent lentement, traçant des lignes parfaites sur son visage normalement inébranlable. Elle essaya de continuer, déglutit difficilement, cligna plusieurs fois des yeux, mais voyant cela, Kanté lui tendit la main. Un geste simple, naturel, sans gêne. Elle l'a tenu sans hésitation. Le public était confus. Certains ont commenté sur Twitter, que se passe-t-il ? Pourquoi pleure-t-elle ? Je n'ai jamais vu ça à la télé française. Mais rien n'était dit clairement, seulement le regard et la présence. Là, dans les salons des foyers français, un silence envahissait le cœur de millions de personnes, et personne ne savait exactement pourquoi. L'interview n'était pas terminée, mais l'ambiance dans le studio avait changé. Après la révélation de Kanté sur son frère, le temps semblait suspendu. Les caméras filmaient toujours,
Les microphones capturaient chaque respiration, mais il y avait une absence de mots qui en disait plus que n'importe quelle question. N accent aigu Lix, après avoir pris une profonde inspiration et essuyé discrètement ses larmes avec un mouchoir blanc, tenta de reprendre le contrôle du programme. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Sa voix, autrefois ferme, portait désormais une douceur involontaire. Elle n'était plus seulement une journaliste à la recherche d'un gros titre, c'était une femme face à une autre âme nue. Merci d'avoir partagé ça avec Nigolo. Vraiment, merci d'avoir partagé cela avec nous, Ningolo, dit-elle d'une voix tremblante mais sincère. Il la sentait simplement. Ses yeux, toujours en larmes, étaient désormais fixés sur elle. Il y avait quelque chose dans le regard de Kanté qui mêlait douleur et acceptation, comme s'il avait pris l'habitude de ravaler ses larmes et d'avancer. Mais pour une raison quelconque, cette nuit-là, il a choisi de s'arrêter, de regarder en arrière. Anne-Sophie a modifié le ton de l'entretien. Elle a abandonné l'ordre du jour préparé et a fait un geste subtil à la production, signalant qu'elle suivrait sa propre voie. La présentatrice, qui s'écartait rarement du scénario, a choisi de se fier à son instinct. Parlez de votre famille, de votre vie personnelle. Attendez-vous longtemps que cette douleur vous accompagne, ou êtes-vous toujours debout? Vous avez parlé de votre frère, mais on sait si peu de choses sur sa vie. Cette douleur persiste-t-elle encore, ou avez-vous trouvé un peu de paix? Kanté smiled sadly. Et glanced at the camera for a moment, if looking at someone who was no longer there, and then returned his gaze to Anne-Sophie. Je ne parle pas beaucoup vraiment. J'apprends à marcher avec la douleur. Je pense que nous ne guérissons jamais vraiment. Nous apprenons simplement à marcher avec la douleur. Elle fait partie de nous. Le public à la maison ne savait pas trop comment réagir. Certains s'attendaient à une interview légère sur le football, les coulisses de Chelsea ou les différences entre Tchel et The Champ. D'autres auraient pu rechercher plus que du simple divertissement, mais personne n'y était préparé. La fragilité d'une idole, l'humanité brute à la télévision aux heures de grande écoute. Anne-Sophie fit une pause, absorbant sa réponse. Elle semblait lutter contre quelque chose en elle. Puis, elle a fait une confession qui a même surpris les techniciens du son. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit en direct. Kanté haussa les sourcils de surprise. Le studio devint encore plus silencieux. L'un des caméramens a rapidement ajusté la prise de vue pour se concentrer sur ses yeux. J'ai perdu ma mère il y a 12 ans à cause d'un cancer. Pendant des années, j'ai cru qu'en devenant fort, professionnel et irréprochable, je pourrais enterrer ce vide. Mais parfois, il revient. Kanté ne répondit rien. Il baissa simplement légèrement la tête, comme pour dire « je comprends », sans mots. Le public pouvait ressentir le poids du moment. C'est pourquoi vos paroles m'ont touché, a poursuivi Anne-Sophie. Vous ne vous attendiez pas à ce que la douleur soit exprimée sur un ton doux, mais vous l'avez fait. Et c'était un cri. Kanté a finalement parlé, mais ses paroles n'étaient pas celles auxquelles on s'attendait. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Parfois, il faut pleurer devant des millions de personnes pour se rappeler que nous sommes humains. Les larmes sont revenues aux yeux d'Anne-Sophie, mais cette fois, elles n'étaient plus dues à la douleur. Ils étaient soulagés, comme si l'atelier, autrefois rempli de masques, était devenu un lieu de guérison. Et puis vint la question à laquelle personne ne s'attendait, venant de lui. Qu'est-ce qui te rend malheureuse, Anne-Sophie? Es-tu heureuse, Anne-Sophie? Elle s'étouffa avec l'air. Le public à la maison, sur les réseaux, dans les bars, dans les salons retenait son souffle. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Un profond silence s'ensuit, le genre de silence que l'on ne se contente pas d'entendre, mais que l'on ressent. À l'écran, deux visages, deux humains sans scénario, sans défense. Moi non plus, a répondu Kanté sans honte. C'était comme si le temps s'était arrêté. La télévision, véhicule d'images montées et de discours façonnés, était devenue une fenêtre sur la réalité. Et la réalité n'était pas belle. Ce n'était pas héroïque. C'était fragile. C'était humain. La transmission s'est poursuivie, mais quelque chose avait déjà changé, pas seulement dans la série, pas seulement entre deux, mais dans la perception collective de ce qu'est la vulnérabilité et de ce que signifie réellement le courage. Le studio, à ce moment-là, n'était plus seulement une scène, c'était presque un confessionnal. Deux inconnus devant des millions de personnes s'étaient reconnus dans leurs douleurs les plus intimes, non pas à cause d'expériences partagées, mais à cause de quelque chose de plus rare, le courage de se déshabiller devant le monde, sans chercher de pitié ni faire preuve de force.
Anne-Sophie est restée silencieuse un moment après la réponse de Kanté. Ce dernier échange a semblé tout épuisé, le scénario, les plages horaires, les pauses publicitaires. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. C'était comme si la télévision avait cessé de fonctionner et que seule la véritable histoire restait. Elle regarda la feuille avec les questions posées au centre de la table. Dans un geste simple mais profondément significatif, elle retourna le papier, comme pour signaler « Je n'ai plus besoin de ça ». Puis, son sourire changea lorsqu'elle se tourna vers Kanté. Ce n'était pas le sourire d'un présentateur, c'était le sourire de quelqu'un qui était simplement reconnaissant d'être vu. « Je ne sais pas comment terminer cette entrevue maintenant », a déclaré Kanté en laissant échapper un petit rire léger. C'était presque enfantin, le genre de rire que quelqu'un fait lorsqu'il réalise l'ironie de la vie. Peut-être on doit partir, peut-être on doit juste laisser les gens penser un peu. Peut-être que nous ne sommes pas censés l'être. Peut-être devrions-nous simplement laisser les gens réfléchir un peu. Anne-Sophie a soudain pris conscience que cette interview n'était pas seulement un produit, mais un miroir. Un miroir inconfortable, honnête et rare. La caméra zoomait lentement et l'opérateur, au mépris de toutes les règles de cadrage habituelles, manquait une partie du studio. C'était comme si le système lui-même confessait « Nous ne pouvons pas toujours contenir ce qui est réel ». Sur Twitter, le hashtag #BSKanté a explosé, non pas avec des blagues, des mèmes ou des commentaires sur le football, mais avec des phrases telles que « Je ne savais pas qu'il portait ça et j'ai pleuré avec Anne-Sophie. Je ne l'avais jamais vu comme ça ». Certaines personnes, dans des coins de France, ont appelé des membres de leur famille à qui ils n'avaient pas parlé depuis des années. D'autres ont envoyé des messages qu'ils avaient longtemps eu peur d'envoyer. Certains ont éteint la télévision sans changer de chaîne, laissant l'écran sombre alors qu'ils essayaient de tout traiter. De retour au studio, Anne-Sophie fit un signe de la main au technicien. « Je ne voulais pas en finir avec le sentier habituel, le panneau standard », a-t-elle déclaré. « Je voulais le silence. » Et c'était effectivement le cas. L'écran s'assombrit progressivement, l'image finale étant la brève poignée de main entre les deux. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain matin, Enopi n'est pas apparu au journal télévisé de 20h. La chaîne a publié un bref communiqué indiquant que le présentateur avait demandé une pause après l'interview d'hier. Sur les réseaux sociaux, elle n'a posté qu'une seule phrase « Merci, Ningolo. Le tien sera à moi. Merci, Nigolo. Tu as ouvert une porte en moi. » Kanté a ensuite été vu marchant seul dans Montmartre, vêtu d'un sweatshirt gris et d'une casquette. Un photographe a tenté de l'approcher, mais il s'est contenté de sourire, de le remercier et de lui dire gentiment « Aujourd'hui, je marche juste, aujourd'hui je veux juste marcher. » Il marchait seul, sans sécurité ni personnel, sans destination apparente. Quelques jours plus tard, un journaliste d'un petit journal communautaire a révélé que Kanté avait financé de manière anonyme une ONG qui offre un soutien psychologique aux jeunes en deuil. L'ONG a été nommée Silencieux plus vivant, qui se traduit par « silencieux mais vivant ». Quelques semaines plus tard, Anne-Sophie visite le siège de l'ONG. Elle a discuté avec des psychologues, des jeunes et des bénévoles, et dans une petite pièce qui sentait la peinture fraîche, elle a vu une phrase écrite sur le mur, « Parlo, tétriant cri ». Parler doucement peut aussi être un cri. Elle sourit. L'année suivante, Kanté publie un petit livre. Ce n'était pas une autobiographie traditionnelle, mais un recueil de réflexions, de lettres et de fragments. Il n'y a pas eu de couverture tape à accent grave-l'œil, ni de publicité massive. Dans la préface, il écrit « Gens purs, mais parfois parler aussi servi. Pendant longtemps, j'ai pensé que ma valeur était dans mon silence, mais parfois parler, c'est aussi servir. » Alors, il a parlé. Le livre est devenu une lecture obligatoire dans certaines écoles françaises et l'interview a été primée. Mais plus encore, Kanté s'est taillé une place durable dans l'imaginaire populaire, non pas parce qu'il a révélé un secret, mais parce qu'il a démontré que même les êtres les plus discrets portent en eux des océans. Des années plus tard, interrogé sur cette journée au programme, Kanté a simplement répondu « Cette interview n'était pas une interview, c'était une prière, et peut-être l'a-t-elle été, pas à genoux, mais les yeux dans les yeux. » Il a expliqué qu'au milieu de la nuit, devant des millions de personnes, sans rien demander, il a simplement dit « Je le ressens aussi ». Et dans ce silence partagé au plus puissant que n'importe quel but où N'Golo Kanté est devenu quelque chose de plus grand qu'un simple champion, il est devenu humain. Il a enseigné au monde que parfois, la plus grande force réside dans les mots que nous prononçons doucement.